Avant de découvrir une étonnante butte du pays maronnais, merci à Pascal et Adi Loisé qui nous ont accueillis à la ferme de la Forge pour déjeuner il y a quelques temps. Mais je voudrais vous présenter Jean-Luc Godinus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'un grand village. D'un très grand village. Et qui s'appelle Perret. Perret, tout à fait. Combien d'habitants? 67. Ah d'accord, c'est donc le deuxième de la Sarthe, c'est ça, non? Je ne sais pas si on est deuxième. On est à côté de Novec, qui est le plus petit. Ça c'est sûr. Mais je crois qu'on est troisième. Mais par contre, vous avez la plus belle butte. Un seul but. Elle s'appelle comment? La mode féodale. Tout simplement. Tout simplement. C'est quoi une motte féodale? D'abord, elle fait combien en hauteur? Parce qu'on est très haut, on domine. Hein. 90 mètres. Carrément. Ça a été monté par l'homme? Monté par l'homme, d'abord au départ par les Romains. Ouais. Et consolidé au XIe siècle par Robert II de Diable, comte de Bellême. Oui, parce qu'alors à cette époque-là, il y avait une forte animosité, on va dire, vis-à-vis du comte de Dangeul. Voilà, une bataille entre le comte de Bellême et le comte de Dangeul. Et donc c'est pour ça qu'on a construit des points forts en quelque sorte. Exactement, des places fortes qui permettaient de découvrir tout le paysage, comme vous pouvez voir à 360 degrés, et qui permettaient de préserver le comte de Bellême. Donc là, on est clairement entre la Normandie historique et le Maine. Alors le Maine de ce côté-là, ouais. Donc soutenu par le comte de Dangeul, et la Normandie par le comte de Bellême. On aperçoit d'ailleurs la forêt qui est là-bas. Qui est là-bas. Bon, donc cette motte, c'était pas simplement, j'allais dire, de la terre, d'où on dominait. Il y avait une vie autour. Hein. Il y avait une grande vie autour. Déjà, il y avait une tour ici, en bois. À la place du Calvaire. Voilà, le château en bois, qui a disparu, on pense, vers le XVIe siècle, qui permettait de monter encore plus haut pour découvrir les envahisseurs, les Anglais, puisqu'il y a aussi de grosses batailles avec les Anglais. Mais les plus grosses batailles, c'était entre le comte de Dangeul et le comte de Bellême. Et puis alors, il y avait donc des remparts autour? Des remparts, en bas? Tout à fait. Derrière vous, d'ailleurs, on voit encore, j'allais dire, le tracé du rempart. Tout à fait. La basse-cour, on voit très bien. La basse-cour, où donc il y avait des animaux? Les animaux, les gens qui venaient se réfugier quand ils s'étaient envahis. Et donc, ils venaient se réfugier là, donc tout autour de nous. Et ces remparts, vous avez pour ambition, vous, commune, de les récupérer? Exactement. C'est notre but, c'est de les récupérer pour faire vivre mieux le site, parce que la butte est mariée quand même avec la basse-fosse et par ça. Alors la basse-fosse c'est ici, la basse-cour c'est de l'autre côté, voilà. et la basse-cour elle est pour l'instant privée. Elle est privée, totalement privée. Sauf que les remparts en question, c'est pas ceux dont on pense obligatoirement comme ça. On était tout à l'heure à Bourg-le-Roi, ils sont en pierre, là ils n'étaient pas en pierre. Pas du tout, c'était que de la terre. Et après, des palissades de bois. Ouais. Je crois savoir qu'on a découvert récemment un squelette. Oh, il y a quelques années, oui, il y a un squelette qu'on a retrouvé dans les environs avec une épée. Ouais. Voilà, qui est parti à partir de là au Mans. Quelque part dans un musée. Dans un musée. Très bien. Dites-nous, c'est visitable ce lieu-là? Il est ouvert au public. Ouais. Par l'Office de tourisme qui organise beaucoup d'événements aussi. Donc, les gens viennent surtout l'été parce pour préserver la nature, on met des ânes. C'est sympa ça. Et donc tous les enfants des environs viennent nourrir les ânes. Entre autres. Enfin, je crois qu'il y a des enfants qui sont un peu plus âgés, qui viennent un peu plus tard le soir, c'est ça? Voilà, ça c'est les fêtes du soir. Eh ben oui, j'imagine. Évidemment, il n'y a pas de feu de la Saint-Jean le 21 non. juin. Ça pourrait être une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée à retenir. Si ça arrive un jour, vous saurez d'où ça vient. Merci de nous avoir reçus, monsieur le maire. On va aller un peu plus loin. Vous les connaissez peut-être, Quête et Garrett, non? La valise à cheval. Un endroit extraordinaire, c'est à Mézières-sur-Pontoin. Le lieu-dit s'appelle Brulon. Ben, c'est Maxime qui est allé visiter pour nous. Allez, retour dans le passé maintenant, en 1880. Alors on n'est pas aux États-Unis, on pourrait le croire, mais on est à Mézières-sur-Pontoin avec Garrett. On va le rencontrer, c'est un cow-boy. Il est historien aussi. Bonjour Garrett. Bonjour Maxime. Alors on est à la valise à cheval, c'est ça? C'est ça, valise à cheval, Far West 1881, pour faire référence à l'histoire et à un événement majeur qui fait référence pour moi, c'est le règlement de compte au Quai Corral. Très bien, alors pourquoi cette idée là de repartir dans le passé et de faire venir les gens ici en Sarthe, carrément dans le Far West quoi. Alors on a fait un choix de vie, il y a 2 ans, j'étais 4 sup, submergé, débordé, enfin voilà, une vraie vie de cadre. Et puis on a dit stop à ça. Burn-out comme on l'appelle maintenant. On peut l'appeler comme ça, mais voilà, nous ça a été un gros stop. On a tout vendu et on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire pour partager avec des gens, des hôtes. Donc la chambre d'hôtes s'est imposée, la restauration aussi, et puis il nous fallait une thématique. Ma femme faisait de la country depuis 10 ans, on a fait de la recherche historique, enfin de l'évocation historique on va dire, et ça faisait 5-6 ans qu'on était branchés sur le western, sur l'histoire des États-Unis et du Far West, et donc en ralliant les deux, on a fait un espace immersif
pour les gens qui viennent nous voir. Et concrètement, c'est d'une solution d'hébergement en fait. On l'a vu, hein, je sors tout juste d'une petite maison, on peut dire. C'est quoi? Alors, tout simplement, ce sont des chambres d'hôtes. Nous sommes référencés comme chambres d'hôtes. Alors, insolites, à thème, et ultra insolites. Donc là, vous sortez de la cow-boy avec 4 couchages, avec l'ambiance pure des dortoirs de cow-boy. Mais on a aussi l'attrapeur avec un lit en rondin, avec un canoë au plafond pour la lumière. Et puis on a alors l'ultra insolite, c'est le bureau du shérif où là on a la prison où on peut faire dormir les enfants. Voilà, le prisonnier derrière les grilles, tout ça, on a reconstitué vraiment une geôle de l'époque. Et vous nous disiez que là, pour la pleine saison qui arrive, là, il y a 13 couchages à l'année, 23 à l'été, c'est ça? Oui, c'est ça. Les 13 couchages correspondent aux 4 et 5 places dans les chambres. Ils sont chauffés, isolés à l'année. Et puis, on rajoute des tentes de pionniers, on va dire, et puis un chariot bâché pour 2 personnes. Donc, on rajoute 10 couchages en léger. Très bien. Donc là, c'est camping, il n'y a pas de chauffage, c'est vraiment à la dure, donc c'est l'été plutôt. Ce sont des tentes, voilà. Donc, on va dire, c'est de juin à septembre. Parfait. Et il y a aussi de l'animation? Alors effectivement, on peut dormir, on peut manger ici avec le restaurant, on en parlera peut-être tout à l'heure, et puis aussi s'amuser. Donc on s'occupe avec, alors là si je dis rapidement, on a de la sarbacane, du Colt et de la Winchester, alors réplique à gaz, du lancer de couteau et de hache, du lasso, de l'initiation avec les chevaux, de la danse country, et on a aussi une ferme pédagogique que l'on peut visiter. Et ben c'est ce qu'on va essayer tout de suite, et puis après on retrouvera, c'est comment votre femme? Alors ma femme c'est Kate. Kate et Gareth, donc on trouvera Kate pour parler restauration cette fois-ci. Tout à fait, au restaurant Le Saloon. Toujours dans le thème? Alors oui, plus que dans le thème. Voilà. On verra du bison notamment. C'est ça. Mais d'abord on s'amuse. On s'amuse. Bon, après l'effort, le réconfort. Voilà, tout à fait. On va au saloon. Bienvenue au saloon. On va retrouver Kate qui s'occupe de la cuisine. Parfait. Bonjour Kate. Bonjour les cobayes. Et ben voilà, on peut même boire un coup, c'est super. Voilà. Merci ma Kate. Santé. Alors je boirai après. Qu'est-ce qu'on peut manger ici? On imagine qu'on peut boire un coup comme dans n'importe quel restaurant ou bar traditionnel, mais bon, le menu il doit être un peu différent. Tout à fait, donc on fait des recettes de l'époque américaine. Donc on peut manger par exemple de l'émincé de volaille avec les haricots du cow-boy, les fameux haricots du cow-boy, qu'on peut manger à la cuillère en bois. On fait aussi des hamburgers, mais qu'on fait soi-même avec un bon hamburger de pain de maïs. On fait aussi des plats végétariens, on fait par exemple des nuggets pommes de terre cheddar, et puis on a un menu enfant aussi avec des nuggets de poulet avec de la chapelure au cornflakes. Super, et puis aussi au coin du feu, j'imagine, du marshmallow grillé? Alors, soit le matin quand il fait très beau, on peut prendre le petit déjeuner auprès du feu, donc il y a des pancakes, il y a des omelettes, et puis sinon effectivement on peut faire la veillée au chamallow le soir. Et on s'y croit vraiment, du coup, même des steaks de bison. Oui, il y a du steak de bison qui est proposé. Et sur les entrées, on a saucisson de bison également. Et puis alors, on a un clin d'œil à la Sarthe et au Mans, puisqu'on a de la rillette, mais de la rillette de bison. De la rillette de bison, super. Et du coup, bon, on le rappelle, là, vous êtes ouvert pour toute la saison. De toute façon, vous êtes ouvert toute l'année avec les chalets chauffés, en tout cas les petites maisons chauffées. Oui, tout à fait. Donc après, le principe du saloon, on est ouvert toute l'année, mais sur réservation, que ce soit uniquement pour manger, ou pour manger et dormir, ou pour faire des activités. On fait vraiment du sur-mesure, mais c'est sur réservation. Parfait. Donc on le rappelle, c'est La valise à cheval. La valise à cheval, il y a un site internet, lavaliseacheval.fr tout simplement. Et ben c'est parfait. Et nous on continue avec Pascal dans un instant et après pour d'autres activités, je sais pas ce qui va m'arriver, c'est la surprise. À tout de suite. Devinette où sommes-nous? Nous sommes dans un endroit que vous surplombez en général sur la route Le Mans-Alençon, à Beaumont-sur-Sarthe, au pied, à Maraîcher, Virginie Granger. Alors vous êtes à Maraîcher, mais moi je suis à Beaumont. Ah oui, parce qu'on est au milieu du pont. Exactement. Le pont, Romain. pas romain comme c'est écrit. Non.
Un maraîcher, ils l'ont appelé pont romain parce qu'ils ont fait une erreur à cause de leur culture. Et par contre, à Beaumont, on l'appelle bien le pont roman. Ah, c'est drôle ça. Alors le pont a deux noms en quelque sorte. Exactement, selon où vous habitez. Il y a un vrai patrimoine ici. Alors ça, j'étais très surpris d'avoir des petites rues, visiblement très anciennes. La ville date de quand? Alors la ville est très ancienne puisqu'elle date d'avant le Moyen-Âge, puisqu'on a la motte féodale qu'on voit un peu plus loin au fond, qui était soi-disant du 4e, 5e siècle, donc vraiment tout début du Moyen-Âge. Et puis comme vous le voyez, c'est vraiment une ville qui est surplombée, très tortueuse et bien sûr surveillée par ce fameux château qui est juste derrière nous. Alors ce château, il intrigue parce qu'on voit bien qu'il y a une partie qui est en ruine, une autre partie qui visiblement est habitable. On m'a d'ailleurs dit qu'il avait été vendu il y a quelques années. Alors, il a été racheté quelques années par un passionné d'histoire qui, petite anecdote, lorsqu'il allait voir sa grand-mère passer au pied de ce château, il disait « un jour je serai propriétaire ». Eh ben voilà, comme moi un peu, j'ai pensé mais je ne le serai jamais. Et alors ce château, son histoire? Alors son histoire, c'est tout simplement que, comme je vous disais, première mode féodale, donc château en bois. Et comme le bois était fragile à cause de différents incendies, on a reconstruit un pont en pierre, mais entre-temps, les véhicules se sont développés puisqu'apparition des premières charrettes tirées par les chevaux, donc obligation de construire un pont pour faciliter le transport. Et pour protéger ce pont, on a tout simplement implanté notre fameux château au XIe siècle au pied du pont roman. Bon, il surveille toujours effectivement la ville qui domine donc la Sarthe. Sur la Sarthe, un lavoir. Alors, le lavoir est tout récent puisqu'il date de 1952. Comme on sait, c'est une rivière qu'on ne peut pas naviguer jusqu'au Mans. Donc divers non navigables veut dire pas de chemin de halage. Tous les propriétaires riverains avaient accès direct à la Sarthe. Et c'est seulement en 1952, au décès du propriétaire des anciennes tanneries, qu'on a pu construire un lavoir public. À l'Office du tourisme, on propose quoi aux touristes qui viennent ici, des visites? Alors, vous pouvez faire des visites libres. Donc de l'Office, vous partez, vous pouvez découvrir à la fois l'église, les halles et bien sûr ce fameux pont roman qui est vraiment incontournable puisqu'on surplombe la ville et qu'on voit l'enceinte, le trace de l'enceinte fortifiée qui se trouvait au pied même de ce château puisqu'on avait une porte à l'entrée du pont roman. Et puis plein de jolies maisons, hein, il faut le savoir. Il faut déambuler dans les rues de Beaumont-sur-Sarthe où on découvre aussi des artistes. D'ailleurs, on va aller en découvrir deux, enfin une en tout cas, qui est prête à nous accueillir. Merci Virginie. Je vous en prie. Un petit atelier rose à découvrir avec Delphine Dieu. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce joli atelier, tout petit. Petit. Et pourtant que vous partagez avec un grand artiste d'ailleurs. Oui, monsieur Paul Bobetta, sculpteur, qui a différentes sculptures monumentales dans la région. Et par exemple, place de la préfecture au Mans? Au Mans, voilà, place de la préfecture, les victimes de la guerre d'Algérie. Voilà, place Aristide Briand, voilà, tout à fait précis. Ça par exemple, c'est une œuvre de Paul Bobetta. Ce panneau mural, oui. Et alors vous? Et alors moi, vous êtes céramiste. Je suis céramiste, voilà, je travaille la céramique. Je me suis un petit peu... j'ai privilégié les luminaires, je fais des recherches sur les pieds de lampe et les abat-jours. Et vous travaillez avec Paul et je travaille avec Paul sur la recherche de la lumière, couleur, adapter l'abat-jour au pied de la lampe. Et alors quelle est votre inspiration ? Alors mon inspiration vient de différents voyages, de différents artistes qui me tiennent à cœur. Donc vous avez Paul Klee, Picasso, oui, il y a quelques Klimt. affiches il y a quelques ici, affiches ici ou là. Ouais. Et alors avec Paul, surtout. c'est intéressant de travailler parce que vous la connaissance de l'espace et du volume en tant que sculpteur. Moi, c'est plus au niveau couleur, puisque j'ai plus une formation de beaux-arts à Rouen. Donc, j'ai travaillé le dessin, la couleur, donc c'est plus le design, la forme. D'ailleurs, on a toute votre palette au-dessus des yeux quand on arrive dans l'atelier. Ça, c'est très original. Racontez-nous, ça fait face à des émaux. Voilà, ça fait face à tout le panel d'émail qu'on a devant les yeux. Et pour savoir quelle couleur va donner cet émail une fois cuit sur la terre, il m'a fallu donc préparer tous ce petit rond que vous voyez sur la poutre, tout simplement. Pour savoir quelle couleur je vais mettre sur. J'ai tout compris. Les petits chevaux qui sont là sont en séchage, c'est ça ? Les petits chevaux qui sont là sont en séchage. Ces petits chevaux sont confectionnés par les enfants de l'école de peinture des Alpes-Mancelles à Célboine. C'est des petits enfants de 6 à 10 ans. Ensuite, on les retrouvera dans le four. Ensuite, on retrouve les pièces dans le four une première fois, ouais. Pour une cuisson biscuit, on appelle, à 900 degrés. Ça ressort. Ça ressort dur. Orange. Voilà, orange ou blanc selon la faïence. Et puis ensuite, on les peint. Et ensuite, on les émaille donc avec ces produits là-haut. Et on les refait cuire une deuxième fois à température plus forte. Ça, c'est totalement cristallisé. 100 degrés, pour que ça soit étanche, cristallisé et puis agréable.
plus agréable au regard. Bon, très bien, on n'aura pas tout fait le tour de l'ensemble de l'atelier, pourtant il n'est pas grand. Le mieux c'est de venir vous rencontrer, mais vous allez bientôt déménager, je crois. Oui, alors on s'installe à Saint-Marceau, ouais. Derrière l'église, en face de l'église, dans l'ancien théâtre de la commune, où là on va déménager l'atelier céramique, puisque sur place il y a déjà l'atelier sculpture de Paul Bobetta, qui est très grand. Et vous continuerez, j'imagine, avec les enfants? Et je continue avec les enfants toujours. Et puis avec tous ceux qui s'intéressent. Voilà. Merci de nous avoir accueillis, Delphine Dieu. Merci à vous. On continue notre périple en Haute-Sarthe. Merci, au revoir. Et si on prenait de la hauteur maintenant, on va découvrir le pays de la Haute-Sarthe depuis le ciel. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous êtes le club Alpes-Mancel, c'est ça? Oui, voilà. Alpes-Mancel, AILES à la fin. C'est un petit jeu de mots. Ouais. On fait ici de l'ULM, c'est ça? Oui, de l'ULM. Et alors l'ULM, pour qu'on comprenne bien en fin de compte, parce que moi c'est la première chose qui m'a surprise, c'est pas un appareil. Non, c'est bon, ultra léger motorisé déjà. Voilà. Et dans les ULM, il y a 6 ou 7 classes. Donc nous, dans le club, on a les paramoteurs. Qu'on voit derrière nous. À pied et à chariot. D'accord. Et le pendulaire. Et le pendulaire, c'est celui qu'on va nous tester dans un instant. Les deux, vous allez tester les deux. Très bien. Et le pendulaire, c'est un deltaplane avec un moteur. Le paramoteur, c'est un parapente avec un moteur. Voilà, donc c'est une aile comme ça qu'on gonfle et qui permet d'avoir peut-être une flottabilité différente que si on est dans le paramoteur. Dans le parapente, une fois qu'on est en vol, les sensations sont pratiquement les mêmes, sauf que le paramoteur ou le parapente, ça va moins vite qu'un pendulaire. Très bien. C'est une question de vitesse, mais sinon les sensations sont pratiquement les mêmes. Un mot sur le club, vous êtes combien de licenciés à pratiquer Une trentaine de licenciés. Donc moi je suis instructeur, donc ça permet d'avoir un petit roulement de renouvellement, quoi. J'en forme 4 ou 5 par an. Bien sûr, c'est la météo qui définit les plus que tributaire de la météo, comme une voile de parapente, ça vole environ à 50 à l'heure. Donc voilà, et s'il y a du vent à 25-30 km/h, on ne peut pas voler, quoi. Bien sûr. Et s'il pleut, c'est encore... voilà. Et alors vous proposez des baptêmes, parce que finalement on peut décoller de n'importe où avec un parapente, mais si on veut faire de la formation, en tout cas un baptême, il faut être sur un terrain homologué comme celui-ci. Voilà, donc ici on fait de la formation de paramoteur, je fais des baptêmes de pendulaire, et j'ai un ancien élève que lui, il fait des baptêmes sur un terrain homologué à Saint-Léonard. Et alors comment on fait là, par exemple, si les téléspectateurs sont intéressés, ils veulent faire un baptême, il y a un site internet? Oui, ben nous déjà on a Alpes-Mancel, on a un site internet. Donc il suffit de taper Alpes-Mancel AILES. Donc on arrive à voir mon numéro. Et Patrice, qui fait les baptêmes à Saint-Léonard, a aussi un petit site. Très bien. Donc je ne me rappelle plus, mais c'est facile à retrouver. De toute façon, il suffit de taper ULM à Saint-Léonard-des-Bois et puis. Parfait. Ben écoutez, on va essayer et puis on en reparle juste après. Ok. Voilà, ok. C'est parti, on décolle. Là, je me suis sur ta machine à laver. Merci Jean-Pierre. Oui, on vient de redescendre. Je suis bien content que ça vous a fait plaisir. Ah bah, pas qu'un peu en plus. Franchement, c'est génial. On a une sensation d'être tout seul, d'être seul au monde et on profite. C'est zen. En même temps, c'est assez doux. Et puis on a quand même des sensations extrêmement fortes quand on fait des descentes. Oui, les virages un peu serrés, oui, ça. Ouais. Ouais. Alors à quelle vitesse on monte là? Parce qu'on est passé à un moment donné juste au-dessus. Quand on a fait le Razmot, là, on était à peu près à 100 km/h. Ah, c'est des sensations fortes. Parce que c'est un pendulaire. Oui, voilà. On peut pas faire ça avec un paramoteur, ça va un peu moins vite quand même. D'accord. Bon, très bien. Alors du coup, on le rappelle, hein, tout l'été, en fait, on peut voler quasiment toute l'année, mais toute l'année. Ouais. Nous, on vole toute l'année. Bon, c'est vrai qu'en hiver, on vole moins. Déjà, les jours sont plus courts et il fait moins. La météo, elle est quand même moins clémente. Et là, on profite avec le coucher de soleil, les rayons entre les nuages. Non, aujourd'hui, c'est
la journée idéale parce que c'est un peu couvert, donc il fait pas trop chaud. Et puis on a des repères avec les nuages, je pense que quand le ciel est tout bleu... c'est beau les nuages. Parfait. Bon bah merci beaucoup en tout cas. On remercie aussi tous les autres du club qui étaient là avec nous et qui ont volé autour. On a de belles images d'acrobatie qui sont plus simples à faire avec par contre un paramoteur. Ah bah oui, c'est clair, parce que disons que à 80-90 km/h, quand on fait si on prend des risques, on va les prendre un peu plus haut, quoi. Très bien. Bon, merci beaucoup en tout cas. Faut qu'on redescende sur terre là. Je sais plus, il nous reste encore quelques activités à faire. Pour l'instant, pour retrouver Pascal Brulon, on se retrouvera juste après. À tout de suite. On est bientôt à l'issue de cette émission. Déjà, on a découvert plein de belles choses en pays de Haute-Sarthe, notamment le patrimoine, évidemment. On n'a pas beaucoup parlé de modernité. Il y a une personne qui en parle beaucoup de modernité. C'est Fabienne Labrette-Ménager, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Fresnay-sur-Sarthe, vice-présidente du conseil départemental et branchée nouvelles technologies, on va dire. Ah ouais, depuis pas mal d'années, oui. Et alors ça veut dire que le pays de Haute-Sarthe, vous essayez de favoriser les actions dans ce domaine. Par exemple, vous, à Fresnay, vous êtes ville 4 arrobas, ça veut dire quoi? On est ville internet 4 arrobas, ça veut dire qu'on a répondu à un concours, à un label des villes et villages internet. Et donc depuis 2014, on a réussi à remporter le concours tous les ans. Et tous les ans, on a 4 arrobas. Alors on espère avoir la 5e arrobas l'année prochaine. C'est le Graal, ça? C'est le Graal, voilà. Bon. Et ça, grâce à quoi? Grâce à des actions? Grâce à des actions, grâce à l'école numérique. Grâce à, c'est toutes les classes sont dotées de tableaux blancs numériques. Donc avec une relation, avec un réseau internet. Sympa, c'est bien, pour les élèves surtout. Aussi. C'est aussi un réseau Wi-Fi gratuit dans la ville, voilà, avec une boucle locale. C'est aussi une application, j'ai vu. Une application Guidiz pour visiter la ville pour les enfants. Donc vous cherchez facile à trouver pour mettre sur votre smartphone. Si vous arrivez dans Fresnay, vous allez pouvoir... même ailleurs, même du Mans, même de Paris, on peut très bien préparer son voyage à Fresnay-sur-Sarthe avec déjà des petites cartes postales et envoyer les cartes postales à ses copains. D'une manière générale, la Sarthe aime le numérique, j'allais dire, non? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que depuis longtemps maintenant, le département a investi beaucoup dans le numérique. Donc ça a été dans les premières actions, c'était Roland Duluard. Et puis ensuite, on a continué. Et aujourd'hui, donc avec la présidence de Dominique Leménaire, on a beaucoup investi, avec aussi les communautés de communes qui investissent également. La fibre arrive partout, vous êtes dans les premiers à en profiter aussi. Voilà, nous on est dans les 5 premiers territoires qui avons postulé pour être fibrés. Et donc ça vient d'arriver là à Fresnay et puis surtout à Saint-Léonard-des-Bois, à Saint-Paul-le-Gautier et puis à Saint-Ouen-de-Membray. Voilà. Super. L'avenir dans la Sarthe. L'avenir vu du passé, c'est ce qu'on va découvrir pour terminer avec un endroit merveilleux, Piacé-la-Radieux. Ah Piacé-la-Radieux, c'est fabuleux, oui. Eh allons voir Nicolas Hérisson. L'avenir vu du passé, c'est ce que je disais il y a un instant, c'est ici. C'est curieux comme formule. Est-ce que vous la comprenez, Nicolas Hérisson? Oui. En quelque sorte. Vous, le découvreur ou le redécouvreur de Bézard, Norbert Bézard, dont vous allez nous parler dans un instant, je sais pas, c'est l'avenir qu'on voyait en 1930, qui n'est pas tout à fait celui qui s'est avéré, quoi. Ça s'est paralysé, non? C'est ça? Non. Alors c'était qui Bézard? Bézard, il est né à Loué, il est arrivé à Piacé au début des années 30 et c'était un homme, un génie à tout faire, quoi. Il a été boulanger, apiculteur, fossoyeur et il a surtout contacté Le Corbusier pour imaginer une ferme radieuse et un village coopératif, amener la modernité dans les campagnes. Il suivait la philosophie de Le Corbusier, il avait envie effectivement de la retranscrire dans le milieu rural, alors que Le Corbusier n'y connaissait rien au milieu rural en quelque sorte. Oui, non, Le Corbusier c'est un citadin et Bézard connaissait, c'est un militant paysan, il savait qu'il avait imaginé la ville radieuse et voilà, il voulait faire vivre son village, le moderniser, les sortir des seaux à cochons comme il disait. Alors donc l'idée c'était de raser le village et puis de monter ce village coopératif qui est derrière vous en forme de maquette où cette ferme radieuse, jamais elle n'a été fabriquée au bout du compte. Non, alors ça reste une utopie, c'est un projet qui n'a jamais été construit, c'est un patrimoine non construit. Il y a quelque chose dans le sud Sarthe qui ressemble, la cantine scolaire de Marson, par exemple. Mais c'est déjà un bâtiment, c'est le logis du paysan que Le Corbusier avait déjà dessiné. Le Corbusier a beaucoup dessiné mais très peu construit. Donc il recycle un peu ses projets, ses bâtiments. Comme vous disiez, on retrouve dans le village coopératif la cité radieuse qui est déjà dessinée en 1934. Bon, donc ça c'est à découvrir ici à Piacé, que vous avez intitulé Piacé-la-Radieux. Bézard Le Corbusier. C'est un centre d'art contemporain, des salles d'exposition. Oui. Donc il y a une exposition sur le projet de Le Corbusier et Bézard. Il y a 3 salles d'exposition quand il y a des expositions temporaires. Et puis pour aller sur les traces de cette utopie, on a imaginé un parcours
qui se trouve dans Piacé et qui déborde de Piacé, parce qu'il va sur les villages alentours, Juillet, et qui comporte une 30aine d'œuvres. Comme ça, disséminées au milieu de la campagne. Oui, alors elles essaient d'être situées au bon endroit, et c'est des œuvres qui parlent d'art contemporain, d'architecture et de design. Bon, pour aller plus loin dans les échanges autour de ces thématiques, vous organisez chaque année 2 quinzaines. Une première, la quinzaine radieuse. Quinzaine radieuse, c'est un événement qui était le plus important, qui se passe en juin, qui occupe le village, qui démarre au café habituellement et qui occupe différents lieux. Et après, on a des capsules radieuses, oui, qui ont lieu en avril. Il y en a une qui vient de se terminer et une en septembre, au moment où j'ai la journée du patrimoine. Combien d'habitants à Piacé, rappelez-moi? 360. C'est incroyable. Ouais. Et là, vous y habitez, vous? Oui, j'habite au Moulin en même temps. Ouais. Et donc voilà, c'est pratique en même temps, hein, quand on est commissaire d'exposition, d'être sur place et de pouvoir remettre les choses en place en permanence. Félicitations, c'est un sacré travail, j'imagine. Prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, oui, la quinzaine, le 24 juin, avec une expo inédite d'Harakiri. Le premier photographe d'Harakiri, avec 2 commissaires d'exposition qui font cette exposition. Et en plus, ce photographe, il serait peut-être sartois? Oui, Michel Lépinet, qui a des origines sartoises. Donc voilà. Étonnant, non? Bon, merci en tout cas de nous avoir accueillis. Je m'en vais dire au revoir à tout le monde parce que c'est déjà la fin de cette émission. Au revoir. C'est en longeant la Longuève que nous allons nous quitter devant cette villa Parmentier surprise avec un contenu fort, en l'occurrence Nicolas. Nicolas, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés au cours de toute cette journée, ces 2 journées même d'enregistrement de l'émission, il faut bien le dire, grâce à plein de gens en fait. Oui, grâce à toutes les personnes qui nous ont accueillis durant ces 2 jours. Et puis le tourisme en Haute-Sarthe, c'est un travail d'équipe. Et donc je tenais particulièrement à remercier les offices du tourisme qui sont représentés aujourd'hui par des agents de ces offices du tourisme qui ont travaillé avec nous sur le contenu de cette émission. On a vu qu'on était innovateurs hein, en Haute-Sarthe et qu'on arrivait à avoir plein de bonnes idées pour présenter tout ce qui s'y déroule. On va peut-être dire un petit mot avec chacun ou chacune. Je vous laisse nous rappeler qui vous êtes. Virginie de l'Office du tourisme de Beaumont-sur-Sarthe. Alors on vous a effectivement vu à Beaumont, où le pont est romain. Plutôt que romain, ne l'oublions pas. À côté. Laurence de l'Office de tourisme de ma mère, c'est du Saunois. Voilà, et grâce à vous, on a déjeuné parce qu'il fallait bien déjeuner pendant cette visite. C'était très sympa. La mode de Perret également était Merci, très je bien. transmettrai aux prestataires. Oui, hein, je pense que vous pouvez. Continuons. Angélique de l'Office de tourisme de la Champagne-Conlinoise et du Pays de Sillé. Oh, la Champagne-Conlinoise, qu'est-ce que c'est joli. Et alors, le Pays de Sillé, j'ai enfin compris comment s'écrivait Cerf, le saut du cerf. Oui. Avec un S en fait. Hein. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et non pas assez. C'était très beau aussi, merci de cette visite. Vanessa, l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles. Alors, les Alpes-Mancelles et notamment le joyau des Alpes-Mancelles, Saint-Léonard-des-Bois évidemment. Mais oui. Il y a toujours autant de succès en fait. Toujours autant de succès et je vous rappelle qu'en 2016, le plus beau village sartois. C'est vrai? Eh oui. Ah, j'avais oublié, dis donc, déjà. Lola, l'Office de tourisme de la Champagne-Conlinoise et du Pays de Sillé. C'est avec vous qu'on a fait cette magnifique découverte, enfin pour certains d'entre nous en tout cas, d'un château exceptionnel. Sourche, hein, avec ce conservatoire de la Pivoine. Merci aussi. Bon, le président doit être salué quand même. Le président du pays de la Haute-Sarthe, François Robin, effectivement, doit être salué. Et puis tous les élus qui ont facilité. Oui, les 88 élus du comité syndical du pays de la Haute-Sarthe, oui, qui œuvrent au développement local de ce territoire, et puis tous les prestataires qui font aussi du bon travail pour valoriser ce territoire. Moi j'ai un remerciement particulier à faire à Michel Germaine qui nous a prêté sa voiture, la Ford Thunderbird, conduite par Jean-Marie tout au cours de ces 2 journées. Ça n'a pas été simple obligatoirement, donc je remercie aussi le mécanicien de la hutte qui nous a donné un petit coup de main à un moment pour repartir. La dernière journée a été assez chaude on va dire, même si le temps n'y était pas obligatoirement. Pour terminer, qui est-ce qui m'explique ce que c'est que cette villa Parmentier ? Alors, la villa Parmentier fait partie des différentes œuvres du parcours de Piacé-le-Radieux. Et petit clin d'œil au-dessus, vous avez une pomme de terre qui est en germination pour faire clin d'œil bien sûr à Parmentier. Et tout le monde peut venir dormir dans la villa Parmentier. Alors vous avez 2 fonctions, à la fois table de pique-nique sur laquelle on est assis, et si vous rabattez, ça vous fait lieu de couchage. Vous arrivez avec vos salles de couchage, vous fermez et vous pouvez passer votre nuit tranquille. C'est pas génial ? C'est extraordinaire. Merci, bravo. Rendez-vous quant à nous pour un prochain 100% ça. Ailleurs.